Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui c'est le Meizu, ça se voit pas trop, mais c'est le Meizu Note 2, ou plutôt M2 Note, a priori, c'est comme ça qu'il est appelé la plupart du temps sur les sites internet. Donc Meizu, c'est une marque qu'on me demande depuis un moment parce que ils se sont illustrés un petit peu avec, vous savez, les Meizu MX4 et compagnie, tous ces trucs qui ont des caractéristiques particulièrement bonnes, enfin particulièrement bonnes, faut pas exagérer quoi, je veux dire, il y a le OnePlus One aussi à côté quand même, hein, qui est quand même vraiment pas mal, je veux dire, à côté quand même, hein, au niveau de l'équilibre, on va dire, des caractéristiques, le OnePlus One est quand même meilleur. Mais bon, voilà, ils se sont illustrés par leur audace de sortir un bon gros haut de gamme comme ça. Mais comme je vous connais bien, je sais bien que toutes les personnes qui ont dû me dire que ce serait très certainement un bon téléphone, sans dire qu'ils l'ont eux-mêmes, c'est tout simplement parce qu'ils ont relayé ce qu'on leur a dit et ils ne l'ont jamais testé eux-mêmes. Parce que il faut savoir un truc, c'est que les téléphones de chez Meizu, on va voir ça tout de suite, mais ils ne sont pas tellement adaptés à notre marché à nous, hein. On verra ça au niveau du software notamment. Donc ce téléphone, il est venu bizarrement via les stocks européens de chez Gearbest. Il y a beaucoup de sites internet qui se mettent à faire ça, des sites internet de vente en export, import-export comme ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est génial de pouvoir le faire venir directement d'Europe parce que ça vous fait avoir une livraison beaucoup plus rapide. Pour bon, un petit peu plus cher bien entendu, parce qu'il faut, enfin voilà, il y a le coût d'exportation et tout ça, mais surtout une livraison beaucoup plus rapide, toujours moins chère qu'un livreur express, et sans avoir le problème de devoir payer plein de pépettes à l'arrivée, parce que vous avez après DHL qui vous dit « Eh oh, c'est pas bien ça, il va falloir payer la TVA ». Donc ils vous font payer une TVA complètement arbitraire qui n'a rien à voir avec le vrai prix du téléphone, qui se trouve être entre 20 et 40 euros, peu importe que votre téléphone coûte 30 euros ou qu'il en coûte 400. Hein. Ça franchement, j'ai remarqué ça avec DHL, en fait, ils font n'importe quoi avec la TVA, c'est pas du tout sérieux, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas mal les stocks européens, donc ce téléphone fait partie des stocks européens de Gearbest. Il y a beaucoup de sites, comme je le disais, qui commencent à faire ça, c'est une plutôt bonne idée, mais je vais pas me répéter une deuxième fois. Donc, bon, bah on va l'ouvrir, hein. Alors, voilà, le téléphone, je l'ai déjà testé avant de faire cette vidéo. Bon, voilà, comme ça au moins ça permet de savoir que je ne suis pas en train de parler en disant n'importe quoi, parce que c'est pas la première fois que je vois le téléphone. Nous avons un petit chargeur qui est tout petit mais sympathique, il a pas l'air, enfin il est assez lourd pour le truc. Bon, vous allez me dire, ça veut rien dire le poids, etc. Mais croyez-moi, pour quelqu'un qui connaît un petit peu l'électronique, le poids ça veut dire quelque chose, parce que si ça pèse 5 grammes et que ça te prétend pouvoir te donner 1 ampère en 5 volts, c'est que c'est de la merde, ça c'est clair. Si par contre ça pèse le poids que ça pèse là-dedans, on sait tout à fait raisonnable, ça a des chances de bien fonctionner en tout cas. Nous avons cette espèce de petite chose qui s'est baladée d'ailleurs dans tout le compartiment, ça s'est décollé. Le truc pour enlever le rack de la carte SIM en fait, tout simplement. Ici c'était des trucs qui étaient collés à l'avant et à l'arrière du téléphone, donc à l'avant du téléphone bien entendu un protège-écran, à l'arrière aussi, et il n'y avait pas de petite enveloppe à bulles ou je ne sais pas quoi parce que il était carrément sous cellophane le téléphone, jamais ouvert, enfin tout ce que vous voulez quoi, exactement comme si le téléphone était sorti d'usine, ce qui est pas forcément une chose si génial que ça. Parce que les revendeurs chinois ont tendance à ne pas faire confiance au packaging d'origine et à emballer le téléphone dans une petite enveloppe à bulles, ce qui est toujours une protection sympathique supplémentaire. Donc nous avons un câble USB, nous avons ça, un petit truc de garantie je suppose. J'ai pas regardé ce que c'est, mais en tout cas c'est pas un mode d'emploi, hein, ça c'est clair. Et y a rien en dessous, hein, ça ne s'ouvre pas a priori. Hein. Donc hop, on a l'intégralité du truc et il y a ce truc là qui colle pas. Donc bref, le design du téléphone maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un téléphone assez grand, assez large, pas non plus impossible à rentrer dans les poches, heureusement, hein, au contraire, il loge convenablement, pas moins bien qu'un autre téléphone 5,5 pouces en fait. Donc bon, comme vous voyez, voilà le design de face. Voilà le design du côté, du haut, de là-bas. Je vais pas vous décrire tout ce qui est évident, à part que ça c'est le rack SIM, qui permet aussi de mettre une carte SD dedans, une micro SD. Voilà, bon bah ensuite, bon vous voyez que le design a été quand même largement pompé d'un iPhone 6, hein, on voit les courbures, la couleur gris, enfin plus ou moins gris comme ça, qui est à peu près la même, enfin que certains modèles, et le haut-parleur avec ses petits trous comme ça, enfin bon c'est vraiment très similaire, et voici le dos du téléphone. Alors si on le compare à d'autres téléphones que l'on peut trouver à peu près dans les mêmes prix, nous avons le Lenovo K3 Note qui est à peu près de la même taille, peut-être un tout petit peu plus haut, mais qui est surtout plus fin. Alors la première fois que j'ai vu ce téléphone, je me suis dit oh ça doit être un téléphone avec une énorme batterie, vous savez ce genre de téléphone avec une autonomie de ouf quoi, et non en fait non, pas du tout, c'est un téléphone avec une autonomie classique. Donc bon, bah voilà, je me suis fait un petit peu avoir, donc je me demande pourquoi il est aussi épais par contre. Alors on va reparler du rack SIM une petite seconde. Le rack SIM est vraiment très bizarre, donc on va l'ouvrir, hein. Pouf.
Allez, voilà. Donc on va l'ouvrir. Et une fois que c'est ouvert, on va pouvoir voir comment c'est fait. Je sais que là c'est la grosse vérité de la palisse que je viens de dire, mais donc je l'ouvre. Voilà. Donc il a fallu que je retaille ma carte SIM de manière un petit peu brutale en taille nano SIM, parce que cette chose-là ne fait que 2 nano SIM en fait. Elle ne fait pas du tout les micro SIM ni les SIM normales en fait, c'est-à-dire les mini SIM. Et vous pouvez mettre une carte micro SD donc à cet endroit-là. Donc voilà, bon c'est bien, mais c'est bête. Je trouve que franchement ils auraient mieux fait de faire en sorte que l'on puisse mettre une carte au format micro SIM en plus d'une carte au format nano SIM, parce que le nano SIM c'est pas encore tout le monde qui a ça, donc bon, tant pis. Donc voilà le téléphone une fois démarré, ça donne tout bêtement ça, c'est-à-dire un téléphone avec franchement une design au niveau de la surcouche qui a été clairement fortement modifié par rapport à ce que l'on a d'habitude sur un téléphone Android, hein. Très franchement, ça a été énormément modifié, et on va voir que pas qu'en bien, hein. Donc, vous voyez le bouton Home, alors ça c'est l'une des très bonnes idées que je trouve sur le téléphone, même si c'est assez confus, parce que, vous savez, vous vous dites, alors je vais appuyer sur Home, et ensuite on change d'avis. Et on relâche le truc, et vous allez comprendre le problème tout de suite. Donc je vais ouvrir l'horloge, hop, voici l'horloge. Tiens, une permission pour l'horloge, génial. Ah oui, ça aussi, il est très chiant avec ça, on peut pas désactiver le système de permission d'Android. Donc il vous demande tout le temps des permissions pour tout et n'importe quoi. Donc bon, c'est un petit peu chiant. Bon, si c'est chiant, c'est pas le concept qui est chiant. Le concept pose pas de problème. Le concept, c'est juste que les applications Android ne sont pas faites pour ça. Donc au final, ça vous demande trop trop de choses tout le temps, en permanence, etc. Donc c'est vraiment assez embêtant. C'est pas aussi bien fait que sur iOS, et c'est pas aussi bien fait, bien entendu, que sur Android 6.0 quand il sortira, ou enfin en tout cas Android 6.0, s'il s'appelle réellement 6.0, ce sera Android M en tout cas. Donc, ce bouton-là sert à 2 choses. Si vous appuyez dessus, ça fait Home. Si vous appuyez longtemps dessus, ça ouvre aussi un autre truc. Ah oui, non, c'est paramétrable. Moi, j'ai mis la veille sur un appui long. On peut faire en sorte qu'il y ait autre chose que la veille. On peut faire en sorte qu'il y ait Google Now, je suppose. Enfin, un équivalent de Google Now. Donc, hop, on va revenir à l'horloge. Et maintenant, si vous appuyez, enfin si vous frôlez le bouton, mais que vous n'appuyez pas, ça fait retour en fait. Bon, ça se voit pas trop sur cette application, parce que je pensais que ça allait revenir à l'onglet précédent, mais on va aller sur le Play Store. Justement, on va parler du Play Store juste après. Donc, allons sur le Play Store, allons dans une catégorie, voilà, hop, et maintenant on va appuyer là-dessus, on va, sans cliquer, hein, juste frôler le truc, hop, comme un bouton capacitif, et voilà, ça fait juste un retour en arrière. Par contre, si vous appuyez dessus, hop, ça fait directement ceci. Donc ensuite, comment on fait pour atteindre le multitâche, vu que le clic long a déjà été utilisé? Le multitâche s'obtient comme ceci. Hop, vous glissez le truc et vous avez le multitâche, un peu à la façon de iOS 6. D'ailleurs, ça fait franchement vieillot, parce que iOS 6, franchement, le problème c'est qu'il n'y a pas les petites captures d'écran, ce genre de choses. Enfin voilà, ça manque un petit peu enfin bon, voilà. Bon, par contre, on peut sortir les applications comme ça, les fermer de cette manière-là. Donc c'est bon, c'est pas non plus à ce point inergonomique. C'est pas comme avec iOS 6 où il faut appuyer longtemps dessus puis ensuite les supprimer un par un. C'est un petit peu mieux quand même, parce que là voilà, c'est assez rapide, hop hop hop, on glisse, enfin voilà. Par contre, reparlons du Google Play Store, comme je vous l'ai promis juste avant. Le Google Play Store n'est pas installé par défaut. Justement, ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il faut utiliser Google Installer ici pour pouvoir... Alors Google Installer que vous pouvez installer via l'Application Center de Meizu. Alors ce truc-là qui est tout en chinois. Donc bon, bah voilà, il faut cliquer sur la petite loupe, il faut taper ensuite Google Installer, on l'installe. Hop, ensuite on ouvre ce truc là, une fois ouvert on clique sur installer, voilà, start via installation, bon voilà, donc vous cliquez là-dessus, ensuite ça vous installe le Google Play Store et les services Google Play. Le problème, c'est que les services Google Play, ça vous les installe en 32 bits, alors que le système là-dedans est 64 bits. Donc il faut le réinstaller soi-même ensuite avec un APK, sinon ça se met à planter dans tous les sens et ne plus vouloir fonctionner. Et même une fois que c'est installé comme ça fonctionne très mal. Mais vraiment très mal, parce que ça vous alerte pas automatiquement des mises à jour, ça peut planter en arrière-plan, la synchronisation des sauvegardes Google fonctionne pas super aussi, enfin bon, c'est bourré de problèmes, c'est littéralement bourré de problèmes, et voilà, ça remplace pas une ROM qui aurait installé Google Play Store directement d'origine, et pas bidouiller un petit peu n'importe comment de cette manière-là.
Bon, c'est toujours mieux que si on devait le router, hein. Vous voyez aussi qu'il y a plein d'applications chinoises qui viennent avec. La plupart, on peut les désinstaller, a priori même, on peut tous les désinstaller, sauf les trucs qui sont intégrés au système d'exploitation, c'est-à-dire l'Application Center et le Game Center, ainsi que le Security Center. Non, ça c'est... non, n'importe quoi. Ça a rien à voir, ce que ça fait ce truc-là. Mais enfin, en tout cas, il y a un autre truc qui est installé qu'on peut pas désinstaller, c'est que la ROM, elle contient d'origine, directement dans la ROM, c'est pas un programme, une sorte de Clean Master préinstallé. Et ça, c'est nul à chier, parce que à chaque fois que vous avez quelques fichiers cache en arrière-plan, il va pas arrêter de vous dire « Oh, voulez-vous les supprimer, gna et tout ça, oh, c'est super relou. » Donc, bon, c'est pas non plus gravissime, mais bon... Voilà, c'est quand même un petit quelque chose qu'on aurait aimé pouvoir au moins désactiver. On peut peut-être le désactiver, mais j'ai pas trouvé comment faire, hein, franchement. Donc on va passer outre les petits problèmes software pour parler un petit peu du hardware, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Donc au niveau rigidité, le téléphone, bon, il se tient là, quoi, bien en haut, quoi. Il y a pas de problème. Au niveau de la solidité, j'en sais trop rien, par contre. On va appuyer sur l'écran, juste histoire de voir. Donc hop, donc histoire de voir, ouais, l'écran est vachement rigide, même si on peut réussir à faire de très légères déformations sur le LCD. Bon, a priori ça paraît normal, hein, c'est difficile de... Mais voilà, faut vraiment y aller, quoi, c'est pas un écran chewing-gum non plus. Donc sinon, au niveau de la qualité de fabrication, comme je le disais, j'ai aucun problème. Alors je tiens à préciser un truc, je ne tiens pas à enfoncer ce téléphone, malgré tout, très franchement, je vais vous le dire nettement et clairement tel que je le pense, il y a beaucoup mieux, il y a vraiment beaucoup mieux, parce que vous allez voir notamment au niveau du software, là je vous ai parlé de l'inadaptation du software, mais maintenant je vais vous parler des problèmes software en termes de qualité, on va dire, du software. Il y a quelques soucis, notamment, regardez, nous allons activer la rotation automatique de l'écran, et je sais que ça ne fait pas sur tous les téléphones, mais je sais que en gros, comment on appelle ça, l'accéléromètre, parce que c'est pas un gyroscope, mais l'accéléromètre a été, mais alors, calibré pendant un tremblement de terre, hein. Vous allez voir ça. Regardez, hop, je fais tourner l'écran, et maintenant je le remets comme ça. Voilà, génial. Donc je suis obligé de le mettre légèrement comme ça et de tapoter comme ça. Et encore, si ça veut, hein. Bon, il faut que je le mette bien, voilà. Et là, c'est bon. Si je le remets comme ça et que, hop, voilà, juste, non, là c'est pas normal, il est pas calibré du tout comme il faut, donc problème d'accéléromètre. Deuxième problème que j'ai, et que peut-être que d'autres personnes n'ont pas, mais que franchement, ça fait quand même une accumulation de problèmes qui est assez impressionnante pour un téléphone qui est censé être fait par un bon constructeur. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un endroit où taper du texte. Bon, ça fera l'affaire. Donc, au niveau du clavier tactile, eh bien, alors, vous voyez un autre problème au niveau du software, hein. Regardez-moi ça. Il nous fait le même coup que Windows Phone, c'est-à-dire que des fois le clavier il touche le bas, des fois il est décalé un cran en haut. Alors du coup, quand on a la mémoire des gestes, la mémoire des mouvements par rapport au clavier, à force de s'y habituer, eh bien, dès que vous utilisez une application qui a cette petite bande en dessous, ou que vous utilisez une application qui ne l'a pas, eh bien, ça change complètement le truc, parce qu'il faut décaler ses doigts un petit peu dans un sens ou dans l'autre. Je trouve ça particulièrement perturbant. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'était la précision du tactile. Le tactile n'est pas forcément très imprécis, mais si on tape quelque chose assez rapidement, franchement, il faut faire avec la qualité de la correction automatique de SwiftKey, parce que franchement, c'est pas l'idéal. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'idéal. Mais un autre problème, je crois que je l'ai installé, oui, Multitouch Tester, c'est un écran 10 points, comme vous pouvez le constater. Hop, hop, hop. Et à moins que ça ait été corrigé par la toute dernière version de la mise à jour, on voit, ça a l'air d'être amélioré un petit peu, donc ça montre que c'est software. Donc ce problème est software, l'imprécision du tactile, parce que il le faisait beaucoup plus avant, mais en fait, il avait tendance à ne pas suivre exactement le doigt et à faire des trucs un peu spéciaux. Donc du coup, quand on faisait des scrolls sur Google Chrome par exemple, donc on va aller sur une page sur Google Chrome, donc je sais même pas ce que je suis en train de regarder. Oh non, mais c'est pas vrai. Bon, je désactive la rotation automatique. Donc maintenant que la rotation automatique est enlevée, on va tout simplement scroller. Bon, c'est pas une page très très longue, mais en gros, il y avait un problème, c'est que avant que la mise à jour se fasse, je suppose que la mise à jour l'a réglé, hein, en tout cas je l'espère, ou alors c'est que le téléphone est dans un de ses bons jours, eh bien on scrolle comme ça, et normalement on devrait avoir à un moment enfin moi ce que ça faisait c'est que ça sautait quoi, ça faisait genre hop hop hop, et en faisant le même geste ça faisait pouf à un moment, c'était n'importe quoi. Donc voilà, ça fait partie des problèmes. Tiens, la page sur Giz China qui expliquait comment on fait pour installer le Google Play Store, qui est encore ouverte, donc elle doit être plus longue, donc on va voir si ça fait pareil.
Alors, est-ce que ça fait n'importe quoi comme l'autre fois? Non, visiblement, ils ont corrigé ça en software. Donc, ça montre que c'était normal, en fait. C'était pas un problème technique, le problème que j'avais. Donc voilà, vraiment au niveau du software, il y a des petites imperfections. Et quand je dis petites, voilà. Hein. Alors, au niveau du hardware, pour retourner, on va faire du ping-pong entre le hardware et le software dans cette vidéo. Au niveau du hardware, alors c'est un écran 1080p, 5,5 pouces. Le téléphone a 2 Go de RAM. Le téléphone est aussi équipé d'un magnifique processeur Mediatek MT6753 qui, malgré son nom, est moins bon que le 6752 et de loin. Donc, et il est à 1,3 GHz au lieu de 1,5 d'ailleurs, ce qui est assez bizarre. Un octocœur à 1,3 GHz au lieu d'avoir mis un octocœur à 1,7 comme le M1 Note justement avait le octocœur à 1,7 GHz. Qui est quand même beaucoup mieux a priori, enfin au niveau des performances il est beaucoup mieux, sauf que le M1 Note est 50 € plus cher, donc voilà, ça s'explique. Mais le Lenovo K3 Note par contre lui est au même prix, donc bon. Alors au niveau de l'autonomie, c'est 6 heures en utilisation normale, c'est environ 7 en utilisation texte uniquement, enfin quand je dis 6 heures, c'est un tout petit peu moins de 6 heures en fait en utilisation normale. En jeu, c'est dans les 3h30, 4 heures, en utilisation en veille, c'est plus ou moins dans les, on va dire 4-5 jours en fait. Mais le problème c'est que le téléphone triche parce que vous ne recevez aucune notification en dehors des SMS. Alors ça franchement c'est chiant parce que si vous recevez aucune notification en dehors des SMS, ça veut dire que vous êtes obligé à chaque fois que vous allumez le téléphone d'ouvrir Twitter, le gestionnaire de page Facebook. En fait il y a que Gmail qui reçoit des trucs en arrière-plan et voilà, sinon le reste rien du tout. Donc c'est vraiment chiant parce que comme je le disais, bah si vous dépendez par exemple de K9 Mail comme moi pour recevoir vos emails, eh bien rien, sans allumer le téléphone soi-même toutes les 30 minutes par exemple et relever les emails manuellement. C'est vraiment chiant, il n'y a pas de moyen de passer outre ce problème, genre en utilisant une technique bizarre. Ah bah tiens, je crois que je viens de trouver une technique pour tout supprimer d'un coup, c'est en allant vers le bas, faut croire. Enfin bref. Il n'y a pas de technique pour pouvoir locker une application pour qu'elle reste en arrière-plan comme le Lenovo K3 Note ou comme tous les téléphones en fait, comme dans les téléphones Oppo avec ColorOS par exemple ou ce genre de truc. Donc on ne peut pas passer outre ce problème, on est obligé de le subir. Et ça franchement c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ah tiens, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon dernier truc d'autonomie, c'est l'autonomie en extérieur avec la 4G et le GPS activé, donc c'est l'autonomie on va dire au pire, sauf les jeux, et ça dure à peu près 4 heures. Donc c'est plutôt convenable, hein. C'est dans la moyenne de n'importe quel de téléphones qu'on trouve habituellement dans le marché, même haut de gamme, hein. C'est dans la moyenne. Justement, le GPS fonctionne plutôt bien, il est plutôt rapide, il est plutôt précis, bon, pas de problème avec ça. La boussole, par contre, bon, franchement, la boussole sur les téléphones Mediatek, c'est pas ça, hein. Bon, ça arrive qu'il y ait des téléphones qui fonctionne bien au niveau de la boussole, mais très franchement ils sont pas nombreux. Donc la boussole, voilà, c'est pas ça du tout. Sinon excellente réception GSM, c'est-à-dire 2G, 3G, 4G, pas de problème avec ça. Le Wi-Fi est correct, y a pas de problème non plus, hein, il est dans la moyenne lui avec, hein, ni plus ni moins que ce que l'on a l'habitude de voir. Et pour ce qui est de l'appareil photo, alors l'appareil photo arrière est vraiment excellent, celui de devant est tout à fait correct, le flash est bon lui avec, et très franchement on fait de très bonnes photos, mais bizarrement seulement en manuel. En automatique, le focus est vraiment lent, vraiment lent. Alors on peut bien entendu utiliser le mode automatique, mais quand on utilise le mode automatique, faut penser à ouvrir l'appareil photo, bien entendu, hop, mais il faut penser à cliquer sur ce que l'on a envie d'avoir en focus, parce que si on ne le fait pas, on a toujours un focus sur des trucs un peu éloignés, qui est toujours très légèrement déphasé, quoi, on va dire. Donc c'est pas particulièrement excellent à ce niveau-là. Bon, donc hop, on peut glisser comme ça et avoir différents modes. Donc hop, on peut passer ensuite en mode manuel, et le mode manuel, si je me rappelle bien, n'est pas non plus un mode ultra photo, quoi, comme il peut y avoir, je sais plus sur quel téléphone, mais en tout cas il y a certains téléphones, il me semble que c'est les téléphones LG où ils en font presque trop au niveau de ce que l'on peut faire avec l'appareil photo. Donc il y a vraiment 2 tonnes de trucs que l'on peut que l'on peut régler, mais là donc on a la vitesse d'obturation, on a les ISO, donc ça c'est très pratique quand on fait un contre-jour et qu'on a envie d'avoir un effet sympa, la compensation de l'exposition bien sûr, et on peut bien entendu avoir cette chose là, c'est-à-dire le focus manuel. Donc on peut choisir où se trouve le focus manuellement, et ça aussi c'est très bonne chose parce que le fait de pouvoir cliquer sur un truc pour avoir le focus qui est fait au bon endroit,
eh bien, c'est bien pour certains coups, pour certains trucs. Mais quand c'est quelque chose d'à moitié transparent, ce genre de choses, eh ben, c'est bien d'avoir le focus manuel. Donc, franchement, l'application appareil photo qu'il y a là-dedans est vraiment plus que pas mal. Surtout si on a envie de l'utiliser en manuel. Si on a envie de l'utiliser en photo automatique, c'est-à-dire juste, vous prenez le téléphone, vous appuyez sur l'application photo, vous appuyez sur le bouton pour avoir une photo, tout bêtement. Eh bien, c'est correct, mais sans plus. Ça prendra, comme je le disais, très souvent, légèrement flou. Alors très franchement, les photos dans le noir sont tellement bonnes que je me suis dit je vais faire mon test de prise vidéo dans le noir lui avec, exactement comme j'ai l'habitude de faire. Enfin comme j'ai l'habitude de faire, non au contraire, justement comme j'ai pas l'habitude de le faire, je l'ai fait une seule fois. Et bon bah voilà, les détails en vidéo, tiens d'ailleurs je vais me rapprocher de la boîte de PlayStation 2 pour que vous puissiez voir, les détails en vidéo sont pas mauvais du tout pour un truc fait avec le flash et compagnie, et le flash est de bonne qualité dans le noir, donc enfin même en mode vidéo, donc vraiment pas mal du tout, hein. Très sincèrement, je peux dire que ce point-là, l'appareil photo, c'est le point fort de ce téléphone, hein. C'est vraiment le point fort de ce téléphone. D'ailleurs, on va pouvoir voir ce que donne la caméra frontale, et voilà ce qu'elle donne, hein. Bon, il y a pas mal de lumière, vu que j'ai encore mon projecteur pour filmer la vidéo qui est allumée en ce moment, mais bon, franchement, je peux vous le dire, la caméra frontale est vraiment dans le haut du panier, hein. Bon, c'est pas une caméra de selfie, c'est pas le HTC One, c'est pas un truc comme ça, mais c'est franchement pas mal du tout pour le prix, hein. Donc maintenant, prenons le temps de regarder un petit peu comment est faite la surcouche. Donc vous avez vu, bon, voilà, hein, y a pas de séparation entre les applications installées et les applications qu'on a envie de mettre en avant sur le bureau, donc il y a tout bêtement tout. Et ici vous avez des petits boutons ici qui permettent de passer d'un bureau à l'autre directement, donc ça c'est une bonne idée, il n'y a pas beaucoup de launcher qui reprend cette idée là. Ensuite vous avez les notifications qui se trouvent ici, et si vous glissez un petit coup comme ça en plus, bah, vous avez l'intégralité du truc. Vous pouvez aussi utiliser ce petit bouton pour la même chose, ici pour nettoyer toutes les notifications si j'arrive à viser. Et le problème aussi c'est que vous pouvez pas déplier les notifications, c'est-à-dire si vous avez une notification qui est en version courte comme ça, et vous avez envie de la déplier pour avoir la version longue, et bien à la place, ça va déplier les quick settings en fait. Exactement comme ça fait sous ColorOS avec le téléphone que je vous ai montré l'autre fois, le Oppo R5. Donc voilà, c'est un petit peu gênant pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ça. C'est une fonction qu'ils perdront avec ce téléphone. Ensuite, vous avez parlé de ColorOS, justement, on va continuer à faire une petite comparaison avec ColorOS. C'est que on va dans les paramètres, et là où ColorOS est absolument génial en termes d'organisation, franchement, cette ROM dans les paramètres, c'est horrible. C'est n'importe quoi. Je veux dire, on a cette microscopique colonne ici et cette colonne beaucoup trop grosse qui contient les icônes, que l'on peut déplier pour avoir l'intégralité du truc, mais très franchement, je trouve que c'est horrible. C'est vraiment pas... Enfin, il faut l'avoir utilisé pour comprendre, parce que c'est toujours difficile de parler d'une mauvaise ergonomie en vidéo, mais très franchement, c'est affreux. On est tout le temps en train de fouiller, mais où est-ce qu'ils ont mis ce truc, bordel? Et très franchement, c'est très désagréable. Ce serait mieux en fait sur une tablette, par exemple, où, oui, c'est vrai que j'ai désactivé le truc de rotation parce que c'est de la grosse merde. Il faut que je le recalibre, hein, il y a peut-être une option pour recalibrer. Allez, tu vas quand même pas me dire que tu peux pas te mettre dans ce sens-là. Oh non, parce que le seul moment où avoir deux colonnes comme ça serait pertinent, c'est si on pouvait, ouais, c'est bien activé, c'est si on pouvait faire en sorte d'avoir une colonne ici et une colonne là. Mais non, là c'est, oh non, bon, enfin bref. Il me semblait pourtant que ça pouvait le faire, mais bon, faut croire que non. Donc voilà, bon bref, c'est très... Ah oui, un autre truc qui est chiant, c'est vous avez pas de catégorie applications installées. Vous avez ou toutes les applications, ou les applications en cours, ou les applications en cache. Donc ces deux onglets servent pas à grand chose, mais toutes les applications ici, c'est trop long. Ça contient tous les processus système en plus, c'est-à-dire des trucs auxquels ça sert à rien de les avoir dans la liste, on s'en fout. C'est pour ça que c'est séparé en deux. Dans Android, normalement, il y a les applications que vous avez installées vous-même, ou qui ont été mis à jour et qui étaient installées à l'origine, et donc tout ça dans une seule séparation, quoi, et une séparation avec tout où il y a vraiment l'intégralité de ce qui est là-dedans. Donc voilà, là c'est bête d'avoir tout ça dans une seule fois, et en plus de ça, il n'y a pas moyen de pouvoir les trier par taille, c'est-à-dire les applications qui font le plus de place se mettraient tout en haut, donc c'est extrêmement relou à utiliser, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont enlevé cette catégorie, c'était donné, c'était gratuit, ils avaient pas besoin de l'enlever, ils avaient juste à la laisser tout bêtement, ça aurait coûté moins cher en développement en plus, de le laisser plutôt que de l'enlever, ou alors ils avaient un bug avec cette catégorie, alors ils attendent de plus avoir le bug et pendant ce temps-là ils camouflent la poussière tout sous le tapis. Donc voilà, contrairement à ColorOS qui était extrêmement bien organisé dans les paramètres, là c'est juste le bordel.
Alors, dans les options pour développeurs, il y a étalonner l'accéléromètre, qu'ils appellent l'accélération bizarrement, et le gyroscope, donc on va l'utiliser. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Placer le téléphone en position horizontale. Ok, je suppose que c'est ce que ça veut dire. Puis étalonner, hop. Et on va voir si là ça marche bien après ça. Parce que là on peut pas plus horizontal que ça, et on peut pas moins dans un tremblement de terre que ça, parce que là franchement de la façon qu'il a été calibré cet accéléromètre en usine, c'est n'importe quoi, j'avais jamais vu ça dans un seul téléphone. Bon bah l'étalonnage il dure un moment hein. Voilà, c'est bon. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne comme il faut. Donc on va revenir dans une application qui permet d'avoir les deux orientations, voilà. Maintenant on va l'activer et regardons si ça marche. Donc hop, ça fait ça. Et hop, ça fait... Bah voilà, bah il suffit de le recalibrer soi-même, mais pourquoi c'est pas calibré comme il faut en usine, franchement? N'importe quoi, je veux dire, j'avais jamais vu ça dans le nombre de téléphones que j'ai eu, et il y a un autre testeur à qui j'en ai parlé qui m'a dit « Ah ouais, l'accéléromètre, il fait n'importe quoi dans mon téléphone. » Exactement comme dans le mien, sauf que dans le mien, ça pose pas de problème avec l'orientation. Mais voilà, il avait remarqué qu'il était d'une précision, enfin d'une imprécision complète. Donc visiblement, ce téléphone, dès qu'on le reçoit, il faut recalibrer l'accéléromètre, sinon il fait de la merde. Alors maintenant, un autre problème avec la surcouche, c'est que, regardez-moi ça, donc je vais cliquer là-dessus, je vais faire apparaître le truc de copier-coller, et vous voyez que ça fait apparaître un truc qui est différent de ce qu'il y a sur Android normalement, c'est-à-dire cette espèce de petite ligne ici, et là, ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a du vide qui s'est créé, vous voyez, hop, je fais ça, et hop, parce que c'est là où normalement Android devrait, c'est là où normalement Android devrait afficher quelque chose, quoi. Il devrait afficher les commandes copier-coller, etc. Mais bizarrement, ils les ont supprimés, mais les programmes, eux, ne sont pas forcément au courant, alors ils affichent ce truc. Et ça, c'est complètement ridicule, parce que, franchement, je vois pas pourquoi ils ont supprimé ça, je vois pas en quoi c'est plus pratique d'utiliser ça comme ça, au contraire, c'est complètement nul. On sait même pas ce qu'il raconte, tout c'était tout sélectionné. Putain, l'écran tactile est vraiment très très précis parce que je touche pas l'écran à chaque fois que ça clique là. Enfin, vous voyez le problème quoi, il y a le copier-coller est bizarre et il est assez difficile à utiliser, c'est-à-dire on prend tout un truc, ensuite on fait copier, on fait coller, c'est assez difficile d'obtenir la zone que l'on veut réellement, enfin, c'est vraiment pas optimal quoi, même si c'est pas non plus catastrophique. Encore une fois, c'est moins bien que sous Android classique, alors pourquoi changer quelque chose quand ça marche bien, quoi. Alors je vous ai déjà parlé du multitâche, mais je vais approfondir un petit peu. Regardez, hop, on peut glisser le truc. Je sais pas pourquoi des fois il dit pas de tâche récente et ensuite il me dit, enfin bon, c'est sûrement parce que j'ai refait la même manip. Donc le multitâche. Le problème avec le multitâche, c'est pas de la façon qu'on le déclenche. Le fait de glisser à partir du bas comme ça, je trouve que c'est plutôt bon. C'est assez pertinent comme idée. J'aime bien l'idée. Le problème, c'est juste que ça offre pas assez de contrôle, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, ça fonctionne plutôt correctement. Et un truc avec le multitâche pour continuer à approfondir le sujet, c'est que vous avez Smart Touch qui apparaît comme ça. Alors, c'est une petite bubule qui se met là, vous la voyez sûrement, ce petit point là. On peut choisir l'opacité de ce truc pour que ça gêne plus ou moins, mais on peut pas choisir à quel endroit ça se trouve, donc c'est un peu con. Mais ce truc là permet de donner des petits mouvements de joystick vers le bas, je sais plus ce que ça fait, vers le haut, alors vers le haut c'est home, vers le bas ça baisse les notifications, et gauche à droite, ça fait passer d'une application en arrière-plan à une autre. Bon, quand il y a plusieurs tâches, mais sans faire exprès, j'ai purgé les tâches. Donc, on va rouvrir ça et on va rouvrir ça. Donc, si je fais vers le haut, pouf, ça fait ça. Si je fais gauche, ça fait ça. Si je fais droite, bon, il y a rien à droite. Donc, si je refais gauche, ça fait ça. Ça fait passer d'une application à l'autre. Et si je clique dessus, ça fait la même chose que de faire haut, c'est-à-dire ça fait home a priori. Mais je crois que c'est que le clic et paramétrable par contre, on peut mettre ce qu'on a envie, enfin je crois que tous les gestes avec ce truc sont paramétrables justement, donc bon, pourquoi pas, ça ressemble un petit peu à Assistive Touch sur iOS, mais le problème c'est que je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas le déplacer, parce que s'il se trouve à cet endroit là, bon, c'est un endroit qui est particulièrement pertinent, parce que il y a souvent rien à cet endroit là, je veux dire, habituellement on peut scroller par les deux côtés, donc ça pose pas de problème, et c'est pas trop près du bord, donc du coup on le prend pas quand on essaye de scroller comme ça, enfin bon voilà, donc c'est plutôt un endroit pertinent, mais disons que par coup de malchance, on se retrouve avec un programme qui propose un bouton à cet endroit-là, on peut pas cliquer à cause de ça, on est obligé de le désactiver, on peut pas le déplacer à un autre endroit où ça gênerait pas. Ah tiens, je viens de remarquer que dans mes notes, j'ai fait une connerie, j'ai mis un truc qui est hardware dans la partie software. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est ça, vous voyez, ici vous avez le bouton volume, et là vous avez le bouton power.
et de l'autre côté, vous avez le slow sim. Le problème, c'est qu'il s'intègre pas bien à l'intérieur du design. Il dépasse d'un demi-millimètre, et c'est suffisant pour lui donner beaucoup de relief. Donc quand on le sort et tout ça, on cherche le bouton, et le problème, c'est qu'il y a cette chose-là qui vient donner l'impression qu'on est du côté du bouton, alors que non, le bouton est de l'autre côté. Au niveau tactile, je veux dire, c'est pas pertinent de l'avoir mis là. Ils auraient dû le mettre au-dessus, ça aurait pas gêné, vu qu'il n'y a pas de bouton au-dessus, ni de bouton en dessous, donc ça n'aurait pas été un problème. Oui, ils auraient mieux fait de l'intégrer un peu mieux, quoi. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas très... Enfin, voilà, c'est un niveau de finition qui est assez dommage, parce que le reste du téléphone, au niveau de la définition, est très bon. Mais ce petit truc-là, au niveau définition, est pas terrible. Je sais pas s'ils vont arranger ça avec le temps, parce que il suffit de redesigner très légèrement le rack SIM, et c'est bon, le problème est réglé. Mais pour l'instant, enfin, sur le modèle que j'ai eu, bah, c'est bizarre, c'est pas normal, quoi. À mon avis, c'est un petit échec un petit fail au niveau du design. Continuons à explorer un petit peu ce qui vient avec. Donc on a vu l'appareil photo, on a vu les paramètres. Il y a une application email donnée par défaut, mais je m'en suis pas servi, donc on verra pas à quoi ressemble. Nous avons un truc qui s'appelle lecteur, mais lecteur quoi, je ne sais pas. Donc c'est sûrement un truc pour les e-books, je suppose. Sauf qu'il n'y a rien qui charge. Bon, tant pis, il n'y a rien qui charge. Donc vous avez vu aussi que l'horloge a été très légèrement redesignée, même si elle contient exactement les mêmes options que ce qu'il y a à l'intérieur de l'horloge par défaut d'Android, sauf que elle a des petits quelque chose, genre on peut paramétrer des minuteries à l'avance, je suppose. Je sais pas. Pas trop d'idées de ce que ça peut être, à moins que ce soit les alarmes qui sont là, ce qui est un petit peu étonnant parce que elles sont là aussi. Non, c'est pas les alarmes. Je sais pas du tout ce que c'est. Je suppose, comme je le disais, que ce sont des minuteries qui correspondent à des durées intéressantes. Genre par exemple, vous avez envie de paramétrer une minuterie automatique œuf à la coque et vous mettez un truc genre 3 minutes et vous avez juste à cliquer dessus et ça lance la minuterie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Attends. On dirait des durées de pistes de musique. C'est bizarre. Je sais pas. Alors là, franchement, je sais pas trop ce qu'ils ont fumé là-dedans, mais comme c'est écrit en chinois, c'est un peu difficile à savoir. Au niveau de la traduction, d'ailleurs, pour parler de ça, il y a plein de trucs qui sont traduits, mais vraiment bizarrement, et il reste encore quelques petits trucs qui sont uniquement en anglais, je crois. En tout cas, il y en avait avant la dernière mise à jour, parce que c'est ça qui est chiant avec les téléphones qui sont en constante évolution, c'est que on a écrit quelque chose sur ces notes, et au final, c'est plus pertinent au moment de le regarder, parce que ils ont mis à jour quelque chose. Et ça fait qu'il n'y a plus l'exemple que j'avais ici. Bon bref, en tout cas il doit rester encore quelques trucs qui sont en anglais ou alors dans un français approximatif. Et il y a bien entendu l'Application Center et le Game Center, qui sont complètement en chinois et impossible à supprimer, impossible à désactiver dans les paramètres, etc. On peut pas faire en sorte qu'ils n'existent pas. Donc on peut enfin, s'ils font des trucs qu'on veut pas en arrière-plan, bah on pourra pas les empêcher de le faire. Donc ça c'est un peu bête. Que j'ai pu regarder les performances de ce téléphone, c'est tout à fait honorable, même si c'est pas du tout, enfin 1080p avec ce processeur en particulier, alors si moi qui pense déjà que le 6752 n'est pas suffisant pour les jeux en 1080p, alors celui-là, ce processeur qui a un GPU qui est moins puissant d'au moins 30%, au moins 30%, que celui du 6752, donc le 6753, celui qui est là-dedans, eh bien franchement en jeu c'est vraiment pas superbe. Hein. On obtient des trucs, notamment avec GFX Bench, qui sont limite lamentables. Limite j'ai jamais vu aussi mauvais dans ce benchmark, hein, étant donné la résolution bien trop haute par rapport... Enfin si, on peut peut-être faire pire. Et pour faire pire, il faudrait peut-être un 6592... Non, ça ferait à peu près pareil à mon avis, un 65-92 en 1080p, ça devrait faire à peu près du même niveau, quoi. Donc voilà les résultats, quoi. Vous avez 4 images par seconde avec Manhattan et 12 images par seconde avec T-Rex, ce qui est à peu près correct. Donc si vous connaissez ce benchmark, vous vous rendez compte que ça, par exemple, ça commence à correspondre à un niveau jouable si ça met au moins 25 images par seconde sur les meilleurs jeux les jeux qui utilisent le plus le GPU. Donc du coup, vous avez beaucoup de jeux qui utilisent beaucoup les effets graphiques et ce genre de trucs qui vont pas du tout être jouables sur ce téléphone. Malgré tout, le téléphone reste totalement fluide en dehors des jeux, ça y a pas de souci avec ça, et dans les jeux ça peut être largement suffisant pour quelqu'un qui n'a pas de grosses exigences. Alors maintenant que j'ai recalibré l'accéléromètre et qu'ils disent aussi gyroscope dessus, eh bien on va voir si le gyroscope fonctionne bien en utilisant notre fameux jeu Giant Boulder of Death, Gbod, le temps que ça charge, allez. Ce jeu-là, c'est un jeu que je trouve sympatoche pour tester
l'accéléromètre de manière un petit peu ludique, on va dire. Donc du coup, j'arrête pas d'utiliser ce truc-là, même si je pourrais utiliser genre une jauge à bulles à la con ou un truc du genre. Non, je trouve d'ailleurs que c'est mieux d'utiliser un jeu pour tester l'accéléromètre parce que ça demande en fait plus de précision et plus de réactivité de l'accéléromètre ou du gyroscope, peu importe, pour se donner une vraie idée. Donc on va voir ce que ça donne, parce que avant la boule partait dans ce sens-là et elle faisait n'importe quoi. Non, cette fois-ci ça marche plutôt convenablement, donc voilà, c'est encore un problème qu'ils auraient pu franchement clairement éviter au départ, en faisant en sorte que ce soit bien calibré, quoi. Je comprends pas comment toutes les autres marques, qui utilisent pourtant exactement le même gyroscope, accéléromètre, etc. et compagnie, arrivent à avoir le truc tout le temps bien calibré, ou tout le temps, ou en tout cas dans 75% du temps, ou au moins. En tout cas, ouais, bon, si, avec le nombre de téléphones que j'ai testé, ça se rapprocherait plus peut-être de 98% du temps. Et pourquoi celui-là n'a pas réussi, quoi? Ça paraît étrange pour une marque qui est pourtant plus réputée que les autres. Et je veux dire, pour le reste du téléphone, le reste de la fabrication du téléphone, elle prouve que voilà quoi, c'est pas fait avec du scotch double face de crotte, c'est, enfin voilà, il y a un certain niveau de qualité qui est quand même un peu supérieur à ce que l'on peut trouver. C'est niveau bon, c'est pas niveau Lenovo non plus, j'ai tendance à penser, parce que Lenovo quoi, bon, et voilà quoi, ils savent où économiser. Et en plus, ils te font des trucs bien, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font. Le seul problème, c'est que Lenovo, ils sont pas tellement adaptés au marché, à notre marché, à nous. Mais le problème avec Lenovo, c'est que... Enfin, le problème avec Meizu, je veux dire, c'est que c'est exactement le même problème, quoi. C'est que autant Lenovo n'est pas forcément adapté, autant eux sont encore moins adaptés, justement à cause du problème de notification, à moins que ça vous dérange pas du tout de ne recevoir aucune notification, parce que là je suis en train de faire la conclusion en même temps que je joue à ce jeu, donc si ça vous dérange pas du tout de ne recevoir aucune notification quand vous utilisez un téléphone, hein, genre les emails en arrière-plan vous en avez rien à faire, ou ce genre de truc, eh bien, tant pis, quoi. Vous pouvez toujours acheter ce téléphone, ça pose pas de problème. Ah oui, j'ai oublié de mettre le son, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du haut-parleur, qui est très très puissant, enfin, pas très très puissant, mais qui est juste comme il faut, quoi, et qui a une qualité de restitution qui est aussi tout à fait convenable. Franchement, ce téléphone, comme je le disais, au niveau de la fabrication, au niveau des petits accessoires, des petits trucs à côté, franchement, irréprochable, quoi. C'est vraiment le software qui fout tout en l'air, en fait. C'est vraiment le software qui fout tout en l'air, mais encore plus que ce que j'ai pu voir dans certains téléphones où c'était juste le software qui était un petit peu bancal. Là, non, là, je trouve que le software est juste difficilement utilisable, quoi. En fait, pendant tout le long de ce test, et c'est un truc qui m'arrive pas souvent, j'étais en train d'utiliser un autre téléphone à côté pour pouvoir faire ce que ce téléphone ne peut pas faire, quoi. C'est-à-dire notamment avoir une lettre de notification qui clignote quand je reçois un email. La lettre de notification n'est pas important pour moi, mais au moins être notifié que je reçois un email est assez important. Et comme celui-là le fait bien, bah voilà, j'ai pris celui-là à la place. Mais voilà, c'est assez bête de devoir en arriver là, quoi. Personnellement, je m'attendais pas à ça avec un téléphone qui m'a été autant, enfin pas le téléphone en lui-même, mais une marque qui m'a été autant recommandée. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors j'ai installé un truc pour les wake locks pour voir si les wake locks fonctionnent bien avec ce téléphone. J'ai pas encore expérimenté la piste, mais en tout cas il y a un sacré bug au niveau de tout ce qui est relevé des informations en arrière-plan ou ce genre de truc. Sinon, le problème avec ce téléphone aussi, c'est qu'il est un petit peu plus cher que le Lenovo K3 Note, qui, à mon avis, partage les mêmes points forts tout en n'ayant pas en n'ayant pas la grande partie des points faibles qu'a celui-là, tout en ayant pris un tout petit peu plus bas. Bon, il est plus souple, il a l'air plus cheap, d'ailleurs il fait plus cheap autant visuellement qu'en main, le Lenovo K3 Note, mais étrangement en qualité de fabrication il est à peu près du même niveau. Donc bon, si on fait le tour de tout ça, je pense que le Lenovo K3 Note est un meilleur choix. Et le Lenovo K3 Note a un très bon appareil photo lui avec, mais voilà peut-être un des points sur lequel ce téléphone peut faire mieux que le Lenovo K3 Note, c'est que l'appareil photo est un petit peu meilleur, et surtout au niveau du logiciel. L'un des seuls points aussi sur lequel ce téléphone se débrouille vraiment pas mal au niveau du logiciel, c'est au niveau de l'appareil photo. Certes pas en automatique, mais en manuel, on a un peu plus de contrôle, et des contrôles qui sont un petit peu plus intuitif. Voilà, bah sinon j'ai pas grand chose à vous dire à propos de ce téléphone de plus, donc je vais laisser tout le reste à votre imagination, et bah voilà, c'est un téléphone que
voilà, qui m'a laissé entre deux eaux, je ne sais pas trop quoi en penser, et donc c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur ce téléphone. Personnellement, en tout cas, je ne peux pas vous dire fuyez, c'est horrible, ça va se péter dans votre poche. Non, ça c'est pas à ce point-là, hein, bien entendu, au contraire, il est bien fabriqué, mais je peux pas non plus vous dire achetez ça, c'est génial, c'est le meilleur téléphone du monde, parce que déjà, ça n'existe, enfin je peux pas faire ça avec quel que soit le téléphone, mais surtout je peux pas vous dire ce téléphone conviendra à la majorité des gens, enfin j'en suis pas convaincu. Mais si vous faites partie des gens pour qui les défauts de ce téléphone ne vous gênent pas, eh bien ce téléphone pourra peut-être vous intéresser. Allez, salut à tous et à la prochaine!